Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'émission de la Africa Newsroom. Justin Azankpo, proviseur honoraire. Jean-François Kandikombe nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui à ces millions de dollars de la Croix-Rouge détournés en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Près de 6 millions de dollars dédiés à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée auraient été détournés entre 2014 et 2016. Un détournement à partir de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de fonds de la Croix-Rouge, surfacturation, fraude bancaire. Tout aurait été opéré en interne. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet préparé par Sharon Camara. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a dévoilé qu'environ 5 millions d'euros attribués à certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola auraient été détournés entre 2014 et 2016. La fraude a eu lieu de plusieurs manières. Au Libéria, c'est un problème de surfacturation et de versement de primes aux volontaires. En Sierra Leone, c'est une fraude aux transactions internationales avec la complicité d'une banque. Et en Guinée, il s'agit de problèmes de dédouanement. Les audits réalisés ont démontré que des employés de l'organisation humanitaire et des agents de banque dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont impliqués dans ce scandale. Les montants détournés pourraient encore augmenter dans les jours à venir puisque d'autres enquêtes sont actuellement en cours. Cela est le résultat d'une enquête, n'est-ce pas, qui a été faite au sein même des institutions et bien avant même ces enquêtes-là, au niveau des pays qui ont été touchés par cette épidémie Ebola, il y a eu beaucoup de cas de détournement des fonds destinés à la lutte contre l'épidémie qui ont été signalés. Par exemple, dans le cas précis de la Guinée, dans le cadre de la lutte contre l'Ebola, justement, que des responsables de la coordination de cette lutte ont été mis en cause. Dans un effort de transparence totale, la Croix-Rouge s'est dit scandalisée par ces agissements. L'ONG envisage de récupérer les fonds volés et de punir les coupables. Pour rappel, de 2014 à 2016, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 300 morts et contaminé près de 29 000 personnes, principalement en Afrique de l'Ouest. Justin Azankpo a vu ces dernières années plusieurs affaires de corruption, de détournement de fonds venant d'aide humanitaire. Est-ce que ce cas-là ne pose pas une nouvelle fois la question de l'aide humanitaire étrangère accordée à l'Afrique? Une question qui se pose déjà depuis le milieu des années 80 avec plusieurs détournements de fonds qui ont été instrumentalisés à des fins militaires notamment. Oui. Justin. Alors, la première chose que je souhaite dire, moi, c'est que quand est-ce que l'Afrique va arrêter d'attendre, de vivre seulement des aides? Quand est-ce que, compte tenu de toutes nos richesses, nous ne pouvons pas commencer par dire stop déjà au niveau de l'aide, cette forme d'aide? Hein, ça, c'est mon côté stop. Commençons pas à compter un peu sur nous-mêmes parce que là, on tend les mains et en plus, quand on tend la main et qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on en fait? On n'utilise même pas les deniers des autres, parce que c'est quand même des gens, des travailleurs d'autres pays. La Croix-Rouge, c'est quand même aussi des donateurs qui ont contribué quand même à générer son budget, à lui mettre en masse. Et c'est honteux, c'est dégradant même pour nous, pour chaque Africain que nous sommes, de trouver cela. Que des gens se permettent, surtout pour une cause si dramatique, contre l'Ebola, et on trouve les moyens de détourner. Voilà, moi je suis ébahi quoi, devant ce genre d'agissement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser. On va justement en parler tout à l'heure, mais d'abord Jean-François, sur cette problématique de l'aide humanitaire, parfois, souvent peut-être aussi instrumentalisée, détournée sur le continent africain. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est en rapport avec deux chiffres qu'on nous a donnés. Il y a eu 11 000 morts et plus de 29 000, plus de 11 300 et 29 000 personnes contaminées. Combien de personnes on aurait sauvé s'il n'y avait pas eu ces détournements? En tous les cas, de ce point de vue-là, pour moi, c'est révoltant et c'est désespérant pour l'Afrique. Désespérant pour l'Afrique. Maintenant,
il faut regarder plus finement la chose. En regardant plus finement, je me fais la réflexion que de temps en temps, quand nous posons des exigences de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, etc., on nous rétorque oui, vous, avec vos principes qui sont des principes occidentaux, vous n'allez pas venir en Afrique nous avons d'autres cultures, une autre culture, etc. Et là, c'est là que le bas blesse. Parce que ce détournement, il est fait par qui? Il est fait en partie par des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, souvent étrangères, qui sont venues dans le pays, en collaboration avec les administrations locales. Vous ne dédouanez pas auprès d'autre chose que l'administration locale, et la banque dont il s'agit est une banque locale. Et s'il y avait des mécanismes nationaux de lutte contre la corruption, de répression de ce genre de pratiques, je pense qu'on en aurait beaucoup moins. C'est le moment de frapper et de frapper fort. Le CICR ou le HCR a annoncé qu'il allait sanctionner durement. Absolument. Bon, sanctionner durement son propre personnel, le CICR qui a été mêlé à cela. Mais est-ce que la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée vont sanctionner aussi leurs nationaux qui ont été entraînés là-dedans et qui, en fait, ont fait commerce de la mort des leurs, de la mort de leurs compatriotes? Il y a là quelque chose, c'est plus que révoltant. Alors, on parle notamment d'une possible collusion entre d'anciens employés de la FICR et des employés d'une banque de Sierra Leone, notamment. Donc là, on voit véritablement qu'il s'agit d'un véritable scandale, mais est-ce que ce scandale serait la partie visible de l'iceberg? C'est tellement. Moi, je crois que c'est la partie visible. C'est ce qu'on découvre. Ça veut dire que depuis des décennies, depuis des années, ça doit être des pratiques courantes. On vous fait une aide, et ça c'est dans ce domaine-là qui est touchant, parce que c'est la santé, c'est une grosse... voilà. Mais dans tous les autres domaines de l'aide, mais ça doit être pareil. Mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. On nous donne, on tend toujours la main, et quand on donne, on ne sait même pas utiliser. On n'est même pas capable de mettre à profit ces éléments qu'on nous fournit. Et donc, il faudrait qu'on commence à pas balayer devant notre propre maison. Balayer devant notre maison, c'est ce qu'a dit mon ami tout à l'heure. Oui, les organismes internationaux vont sévir. Ils ont les moyens de le faire. Mais chez nous, est-ce que, même si on promet de sévir, est-ce qu'on va toucher les véritables détourneurs? C'est ça la question. Alors, pour limiter ces détournements, est-ce que la réponse pourrait, comme le suggèrent certaines organisations humanitaires, est-ce qu'il faudrait mettre en place des agences pour évaluer les risques? Est-ce que là, ça serait une bonne piste dans un premier temps, Jean-François? Alors, il ne faut pas non plus construire des usines à gaz ou des châteaux de sable. Il y a un problème sur l'aide humanitaire qu'on sait maîtriser, qu'on a identifié. Il y a les problèmes de détournement dont nous sommes en train de parler, qu'il faut mettre aussi en rapport avec autre chose, dont nos téléspectateurs en prendront la mesure quand on pose la question combien de l'aide, quel pourcentage de l'aide a été effectivement aux personnes sur le terrain. Parce que dans l'aide humanitaire, vous avez une très grande partie qui est rapatriée dans le pays d'origine à travers notamment les agents des ONG qui sont sur place. Et de surcroît, permet aux ONG de développer un commerce et de faire une concurrence déloyale à l'entrepreneuriat local. Donc il y a tous ces problèmes-là. La première, lorsque vous mentionnez la question des agences, est-ce que ce seraient des agences nationales ou des agences internationales qui seraient financées en plus sur l'aide et qui viendraient rajouter un autre problème à un autre problème? À ce moment-là, il faudrait peut-être des agences internationales, en tout cas indépendantes des pouvoirs en place. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit des agences africaines, nationales. Mais si elles sont nationales, donc du coup, il y aurait collusion. Mais pour cela, il faudrait d'abord nettoyer. Il n'y aurait pas collusion dès lors que, de mon point de vue, lorsque vous injectez de l'aide dans un pays,
parce qu'il a des problèmes. Vous avez un gouvernement, vous avez des politiques publiques, vous avez des politiques nationales. Cette aide va venir s'insérer dans les objectifs que vous vous donnez. Si on donne ce pouvoir-là à des agents extérieurs au continent, c'est aussi une partie de notre pouvoir de gouvernance que nous perdons par la même occasion. Et si on veut mettre en place des agences nationales, il faut pouvoir avoir confiance dans l'action de ces agences nationales. Et aujourd'hui, malheureusement, même lorsque nous avons des autorités indépendantes ou des institutions dites indépendantes constitutionnellement en Afrique, nous savons très bien qu'elles ne le sont pas. Il n'y a pas de solution, je ne vois pas des agences comme celle-ci, il faut les financer. Donc ça peut... Et pour pouvoir les financer, il faut prendre une partie de l'aide humanitaire, de l'argent de l'aide humanitaire pour pouvoir les financer. Est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une piste qui a été recommandée par certaines agences, certaines organisations humanitaires. Est-ce que ça serait un début de solution peut-être quand on connaît je pense notamment quand même au milieu des années 80 à cette aide humanitaire qui a été envoyée en Éthiopie durant la famine en 85 et qui a été instrumentalisée par le régime du président Mengistu Haïlé Mariam pour réprimer des guérillas, des mouvements indépendantistes au niveau de la frontière avec l'Érythrée. Donc là, c'est... Alors moi je crois que c'est des organismes d'évaluation de l'aide, ça existe. Est-ce qu'il faudrait en rajouter? C'est ça la question. Et s'il faut en rajouter, effectivement, est-ce que ce ne serait pas détourner une partie de l'aide qui devrait aller directement aux intéressés pour créer encore des emplois? Parce que ces contrôleurs ou ces évaluateurs, c'est qui? Mais c'est des experts, souvent des pays donateurs, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, même dans nos propres pays africains, quand on découvre qu'il y a des détournements, c'est nos propres régimes, nos propres gouvernants qui protègent les détourneurs. Moi, et c'est peut-être et ça parfois aussi le régime lui-même. Tout à l'heure, j'ai cité le régime du président Mengistu Haïlé Mariam. J'ai même un cas très précis que je me permets de citer. C'est le cas du Bénin. La Hollande, les Pays-Bas ont financé, ont fait plusieurs millions d'euros pour faciliter l'accès à l'eau potable des populations du Bénin. Et alors, qui est-ce qui a détourné les fonds? Mais c'est le propre ministre de l'eau et de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a voulu poursuivre ce monsieur. Eh bien, il a tout simplement, il s'est arrangé pour se faire élire député. Et il est protégé par l'immunité parlementaire. Voilà. Et donc, ce monsieur n'a jamais été poursuivi. Voilà, des choses qui se passent. Donc, nos propres gouvernants, mais on ne peut pas compter sur eux. Alors, quoi faire? Et c'est pour cela que je dis, eh ben, il faut commencer par dire, eh ben, l'aide, c'est très bien, mais il faut qu'on commence par voilà, assurer la propre gestion et s'occuper un peu de nos affaires. Jean-François. Ben ça, c'est un des enjeux de l'Afrique de demain, du continent que nous allons laisser à nos enfants. De tout ce que nous avons dit, ce que j'en retiens, c'est que la valeur de liberté, la valeur de probité, la valeur d'honnêteté ne sont pas des valeurs occidentales. Mais bien sûr. Il n'y a aucune raison qu'on ne les applique pas chez nous. Les citoyens togolais revendiquent quoi? La liberté. Les citoyens guinéens, sierra-léonais, etc., qu'est-ce qu'ils auraient bien voulu? Un peu de probité. Et s'il faut y mettre les formes africaines, mettons les formes africaines, mais soyons rigoureux avec nous-mêmes et soyons intransigeants avec ceux qui volent dans les caisses de l'État, parce que quand ils volent dans les caisses de l'État, c'est l'ensemble des citoyens qu'ils volent, et à ceux qui s'enrichissent aussi sur le malheur de leur propre population, parce que les gouvernants dont nous avons parlé, ils se sont enrichis sur la mort de dizaines de milliers de personnes, et sur le malheur d'une vingtaine de milliers d'autres. La prédation en Afrique, ça suffit. Et il ne faut plus qu'on se satisfasse de cela en trouvant des excuses, trouvant des... aujourd'hui c'est leur tour, demain ce sera mon tour. C'est ça le raisonnement africain qui nous plante toujours. En tout cas, intransigeance. C'est par ce mot que je veux finir.
Alors quand même, en révélant cette affaire, le FICR fait preuve d'une volonté de transparence. C'est quelque chose quand même d'inhabituel pour une organisation humanitaire. Mais, inhabituel, non. Je crois que quand on découvre, souvent ils sont exigeants. Mais le problème, c'est arriver à découvrir. C'est ça le problème. Et combien de faits pareils qu'on nous cache, qu'on n'arrive jamais à mais justement, mettre là, parce que la Croix-Rouge a tout de suite communiqué sur cette affaire et souvent c'est quelque chose que les organisations cachent pour ne pas stopper. Moi, je crois que c'est de plus en plus, maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, l'information circule tellement vite qu'on ne peut plus se permettre de cacher. Et ces organismes font bien leur boulot, tout simplement. Jean-François. Et ce sont des organismes qui tiennent compte de l'ère du temps. Nous sommes dans un temps où l'information circule, dans un temps où on exige notamment de ces organisations-là de rendre compte. Et c'est une manière pour le CICR de sauvegarder ses sources de revenus. Parce que si, par malheur, ça ne venait pas d'eux-mêmes et que ça sortait par ailleurs, vous imaginez un peu l'effet des multiplicateurs sur les dons, notamment dans des opérations ultérieures. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis il y a aussi des agences que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a Transparency International qui a poussé notamment à ce que cette affaire puisse sortir. Et quand il s'agit d'opérations de ce type-là, on se réjouit que Transparency International existe. Bon, il y en a d'autres. On n'en parlera pas. Voilà. Alors, en tout cas, pour ce qui est de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, elle compte aller plus loin en traduisant les responsables devant la justice. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Justin Azonkpo, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes proviseur honoraire. Merci à vous également, Jean-François Akanji-Combé, pour votre éclairage tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie, Zara. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.